Donc j'ai été invitée par le musée Haute-Tour pour travailler sur les contes et légendes locales. Donc tout ça, c'est parti d'un travail qui était commencé déjà en 2018, qui s'appelle ECAT, donc qui est sur le même principe de disparition assez prononcée du motif, parce que là on le voit peut-être pas très bien à l'écran, mais il y a quelque chose, en fait, derrière tous mes tableaux, il y a un travail de dessin qui est plus ou moins visible selon les conditions lumineuses et selon où est-ce qu'on va se positionner par rapport au tableau. Donc tout ça, c'est parti d'une recherche sur la déesse grecque Hécate. C'était en 2018, et donc Hécate, c'est la déesse de la lune noire, donc à savoir des nuits sans lune, où on a une luminosité qui est extrêmement faible. Donc moi j'ai voulu allier ces questionnements sur Hécate et la question de la perception la nuit à la forêt. Car Hécate est aussi la déesse des magiciens, des sorciers et des sorcières, et donc qui induit une ambiance de mystère, de magie, de doute, de peur. Et donc la forêt, notamment la nuit, représente aussi tout cet univers de fantasmagorie. Et donc ce que j'ai voulu, c'est essayer de croiser ces deux perceptions pour vraiment questionner notre rapport à la nature et à la lumière. Et donc, suite à Hécate, j'ai été invitée par Saint-Gervais pour travailler sur les légendes locales. Et donc, c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait un terreau très riche sur tout ce qui est la question de la mythologie et des fantasmagories, et même des réinterprétations de beaucoup de mythologies grecques ou autres d'ailleurs, dans la culture locale. Donc j'ai commencé par passer un bon mois à rechercher dans les archives de Haute-Tour des témoignages, des articles, des légendes, des livres de contes, et j'ai recoupé en fait tous ceux qui revenaient le plus souvent. Par rapport à la technique et au protocole, qui est à peu près toujours le même, donc comme je le disais tout à l'heure, moi je pars d'images réelles, donc je sélectionne les photos d'après ce que j'appelle vraiment la graphie, le trait des images, donc la question du vide et des pleins. Une fois que j'ai fait cette sélection, en fonction de ce que je veux garder de l'image, je choisis mon format. Donc ça va être plutôt allongé, plutôt horizontal, plutôt vertical, plutôt petit, plutôt grand, en une partie, en trois parties. Ça, c'est le dessin qui va définir le support. Ensuite, je pars d'un fond qui est jaune, pour pouvoir amener de la lumière par grattage éventuellement. Parfois, la lumière disparaît complètement, comme par exemple dans ce genre de tableau, le jaune ne ressort quasiment plus. Ensuite, je peins, ce qui est plutôt une forme de dessin grâce à une peinture. Je n'utilise pas les capacités de la peinture à proprement parler, ce que je peux appeler une forme de l'ordre de la silhouette. Donc notamment ici, on a par exemple cette branche-là qui a été dessinée, hop, celle-là aussi. Ensuite, je laisse sécher ce premier passage. Ensuite, je viens ajouter des couches de glacis. Donc le glacis, c'est une technique particulière à la peinture à l'huile qui justement permet de créer des changements de nuances et d'intensité lumineuse. Le glacis, comme son nom l'indique, c'est transparent, c'est comme la glace, on voit à travers. C'est un peu comme un filtre photo où on va amener une couleur ou une intensité. Et par l'accumulation de couches, donc là, il doit y avoir une dizaine ou une vingtaine de couches. C'est variable, ça dépend des pigments, ça dépend de la lumière, ça dépend de ce que je veux atteindre. On va dire, à chaque tableau représente minimum une quinzaine de couches, je peux aller jusqu'à 20 ou 30. Des fois, c'est des travaux qui peuvent s'étendre sur 1 an ou 2, ou selon les variations lumineuses que je vais pouvoir observer tout au long de l'année ou tout au long d'une saison, j'ai décidé de rajouter des couches pour arriver vraiment jusqu'à ce point d'absence et de présence. Et donc ça, c'est vraiment un travail qui est rendu possible uniquement grâce aux qualités de la peinture à l'huile. Et donc ce tableau, qui est aussi le deuxième plus sombre et le deuxième plus imposant de l'exposition, a pour titre Le Sarvan. Alors le Sarvan, tout comme les fées, ne s'inspire pas d'une légende particulière, mais c'est plutôt un personnage récurrent dans la mythologie locale.
Et donc le Sarvan, qui a aussi d'autres noms, qui peut être appelé le Sarvin, le Servant, le Sarvan, le Chevrin, le Batsaré, le Follet. Et donc, il représente de manière générale l'esprit domestique du lieu. Donc, on a plein de témoignages un peu partout, dans toute la Haute-Savoie et même la Savoie, de personnes qui soit ont toujours vécu dans une maison et ont remarqué des phénomènes étranges, ou des gens qui emménagent dans une maison et qui remarquent des choses. Souvent, c'est à peu près les mêmes ambiances, c'est la nuit. On entend des bruits de pas dans les combles, dans le grenier, dans la cave. On remarque que des objets ont été déplacés, que des pommes ont été mangées, que le beurre a été volé, que le foin dans la grange a été mélangé. Et donc, pour expliquer toutes ces mésaventures nocturnes, on pourrait dire, l'explication récurrente est toujours que le Sarvan ou le Sevran vient la nuit pour justement faire des blagues aux occupants. Alors c'est un être qui peut être soit bénéfique, soit maléfique, selon comment on va se comporter avec lui. Si les habitants de la maison vont être bienveillants, c'est-à-dire penser à lui laisser une gamelle de reste le soir devant la porte, le Sarvan s'occupera de la maison. On protégera notamment le foin des ravageurs, des rats, des souris et même des serpents. Par contre, si on oublie de lui donner à manger, là, il peut faire des blagues un peu moins agréables, comme celles que j'expliquais avant, piquer de la nourriture et ce genre de choses. Et pour représenter, comme à peu près partout dans cette exposition, toutes les images qu'on va voir derrière les couches de peinture représentent le monde végétal. Donc on peut avoir des branches, on a des herbes, on a des fleurs, on a des arbres, on a des sapins. Et donc ici particulièrement, ce sont juste quelques branches qui peuvent faire penser par exemple à des espèces de bras un peu crochus. Et donc j'ai sélectionné cette image et ces branches en particulier pour la graphie qu'elles possèdent, c'est-à-dire l'ambiance qu'elles vont générer. Cette interprétation qu'on peut avoir, ça peut être des branches, ça peut être des racines, on m'a déjà dit des mains, on m'a dit des doigts, et donc c'est pour générer une ambiance de mystère et de contes et légendes, un peu comme des doigts de sorcières qui viendraient la nuit, on ne serait pas sûr exactement de ce qui se passe. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu l'obscurcir encore plus que les autres tableaux présents dans cette exposition, au même titre que Fayès, car on parle d'un personnage qui est récurrent dans la mythologie locale, qui apparaît la nuit, qui est toujours présent mais qu'on ne voit pas. Il est toujours là, mais on ne le voit pas. Et donc, c'est pour ça que j'ai accumulé les couches de glacis, comme je l'expliquais tout à l'heure. Je suis allée encore plus loin, vraiment à la frontière de la disparition totale.